Merci. Alors je voudrais commencer par remercier Guillaume et Jean-François de leur invitation, d'autant plus que je ne suis ni spécialiste de Barthes, ni spécialiste de la forme court, et que donc je parlerai sous contrôle de spécialistes de Barthes qui se trouvent dans la salle ou à ce bureau. Bon, en revanche, vous allez comprendre pourquoi l'objet du cours barthésien m'intéresse. Pour saisir ce qu'est le cours, pour Barthes, il me semble utile de me tourner vers ce qu'il écrit du séminaire, dans ses notes préparatoires aux séances qu'il entendait consacrer à Proust et la photographie à partir de mars 1980, un séminaire qu'il n'aura donc jamais eu l'occasion de tenir. Alors je cite ces lignes. Séminaire, point d'interrogation, petit a, parce que sorte de travaux pratiques sur un matériel non verbal, les diapos, petit b, parce que uniquement exposition de matériaux, sans travail conceptuel, éléments de recherche qui pourraient servir à tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à Proust, activité non personnelle, plus collective, chacun dialogue in petto avec les photos, une flèche, je serai très largement absent à cette présentation, simplement j'ai préparé et rangé les matériaux du laboratoire. Alors, ces qualités qui font préférer à Barthes la réunion d'un séminaire plutôt que la tenue d'un cours sur l'objet en question définissent en creux les caractéristiques du cours. Un événement qui ferait la part belle à la théorie, à un travail conceptuel et en même temps un lieu de fort engagement personnel pour le professeur. Pendant le cours, ce dernier ne semble pas pouvoir être absent, en effet. Sa parole est la seule à résonner dans la salle, l'auditoire est là en face de lui mais comme muet. Or, la préparation du roman, qui constitue le dernier cours que Barthes donne au Collège de France à l'hiver 78-79, puis à l'hiver 79-80, revendique cette position, disons, subjective, dès les premiers instants de ce cours, dès les premiers mots des notes qu'on lit depuis leur publication en 2003. Alors je cite ici un peu longuement ce qu'on lit au tout début de ces notes sur la préparation du roman. Chaque année, en commençant un cours nouveau, je crois juste de rappeler le principe de cet enseignement, énoncé à titre programmatique dans la leçon inaugurale. Je crois sincèrement qu'à l'origine d'un enseignement comme celui-ci, il faut accepter de toujours placer un fantasme qui peut varier d'année en année. Je reviendrai bientôt sur le fantasme de cette année, et je l'espère des années suivantes, car celui-ci s'annonce sinon tenace, qui peut le dire, du moins ample, entre parenthèses, ambitieux. Ce principe est un principe général. La chose à ne pas supporter, c'est de refouler le sujet, quels que soient les risques de la subjectivité. Je suis d'une génération qui a trop souffert de la censure du sujet, soit par la voie positiviste, entre parenthèses, objectivité requise dans l'histoire littéraire, triomphe de la philologie, soit par la voie marxiste, entre parenthèses encore, très importante, même s'il n'y paraît plus dans ma vie. Mieux valent les leurres de la subjectivité que les impostures de l'objectivité, mieux vaut l'imaginaire du sujet que sa censure. Dans une zone rhétoriquement chargée, celle du début du cours, Barthes assume donc à la fois la présence massive d'un jeu et une parole, disons, d'autorité. Du côté des marques d'une énonciation fortement subjective, on peut relever en effet ici les modalisations du discours, je crois juste de rappeler, je l'espère, et le recours abondant aux parenthèses, qu'il s'agisse de commenter ce qui est dit ou de justifier l'énonciation, le dire. À cet égard, la parenthèse qui suit l'allusion à la voie marxiste, je vous la redonne, très importante même s'il n'y paraît plus dans ma vie, cette parenthèse-là voit l'avis du professeur compléter l'autocitation de la leçon inaugurale de 77. Donc double, si vous voulez, double intervention du jeu dès le début du cours sur la préparation du roman. Or, cette même citation à la leçon donc, de 77, la leçon inaugurale, renvoie à un cadre que les analystes du discours appelleraient ultra-légitimant, cours au Collège de France, et cette citation instaure dès les premiers instants du nouveau cours une parole de surplomb, appuyée par des formulations fortes. La chose à ne pas supporter, c'est de refouler le sujet, ou alors dans les deux maximes finales, dont la première ressemblerait à un énoncé du siècle classique quelque peu retourné, mieux valent les leurres de la subjectivité que les impostures de l'objectivité. La seconde a un slogan post-mai 68. Mieux vaut l'imaginaire du sujet que sa censure. C'est donc ici une autre manière de se poser à la fois comme un homme de son temps et un professeur censé transmettre un savoir, me semble-t-il. Et c'est cette première tension qu'on essaiera de comprendre ici, à travers laquelle on essaiera de comprendre les enjeux rhétoriques et stylistiques de ces notes de cours, ou peut-être plus largement du cours. Les notes qu'on lit aujourd'hui font apparaître en effet des formes de langue caractéristiques de cette double posture du sujet. Mais
si je choisis de réfléchir aujourd'hui à la question du style de cours chez Roland Barthes, à travers la préparation du roman, c'est précisément parce que l'objet même de ce cours reconduit cette ambiguïté fondamentale entre un jeu, censé transmettre un savoir, et un jeu plein sujet. Le cours, qui commence en effet le 2 décembre 1978, appelé à durer plusieurs années, se présente comme l'exploration d'un vouloir écrire. Celui qui, l'après-midi du 15 avril 1978, se serait révélé et imposé à Barthes. Celui qui doit mener à la vita nova qu'il rêve et au roman. Mais l'expression même de vouloir écrire, mot composé de deux infinitifs qui restent virtuels, tend dès sa forme à désinscrire le sujet dans une aventure qui le dépasse, celle que des périphrases viennent bientôt fréquemment dire à la troisième personne. Alors Barthes se présente au début comme moi qui cherche à écrire un roman, et ces périphrases deviennent bientôt celui qui cherche à écrire. On le sait, la préparation de l'œuvre en question échoue. Il n'y a pas, lorsque se clôt la dernière séance, le 23 février 1980, d'œuvre. En fait, c'est l'ensemble du cours qui se caractérise par une certaine mélancolie dont il reste à comprendre comment elle peut s'exprimer dans des conditions d'énonciation a priori didactiques. Je l'ai envisagé, même si le cadre du Collège de France modifie sans doute largement la pragmatique du cours. D'un côté donc, pour résumer ces éléments d'introduction, d'un côté donc une expérience personnelle et de l'autre une structure énonciative contraignante. On n'est sans doute pas très loin ici du schéma tripartite que Barthes proposait 30 ans plus tôt dans le degré zéro de l'écriture, où entre le style qu'il définissait, je le cite, comme un langage autarcique qui ne plonge que dans la mythologie personnelle et secrète de l'auteur, le style d'une part et la langue d'autre part, corps de prescription et d'habitude, Barthes faisait apparaître l'écriture. Le cours comme écriture, ce sera donc mon hypothèse de travail aujourd'hui. La proposition peut sembler surprenante, mais pas si l'on se souvient que lorsque Barthes définissait l'écriture, il la définissait comme une morale de la forme. D'une part, en effet, le cours de Barthes est très écrit, même si c'est de manière problématique, et Guillaume l'a excellemment bien montré dans sa thèse, mais était-il autre chose pour Barthes qu'un support écrit, tant ses notes sont rédigées, tant l'écart avec la profération est ténu. D'autre part, si l'on se souvient que cette morale de la forme qu'est l'écriture acquiert une valeur par son inscription historique, c'est la manière dont il définit l'écriture dans le degré zéro de l'écriture, eh bien il faut envisager le cours, me semble-t-il, comme une forme idéale, au sein d'un moment de l'imaginaire littéraire qu'on peut qualifier de moment énonciatif. C'est donc cette seconde piste vers laquelle, c'est cette seconde piste que j'emprunte et vers laquelle, où j'espère aboutir. J'organiserai mon propos en 3 temps. D'abord, en m'intéressant au cours comme un ensemble de notes très organisées, point d'interrogation. Lorsqu'il revient au début de la préparation du roman sur sa décision de ne pas publier le cours sur le neutre, Barthes dessine les enjeux éthiques et discursifs propres à cette forme vouée à l'éphémère. Dans son opposition au roman projeté, il s'agit en effet d'assigner au cours un régime et un espace discursif propre. Je cite Barthes, « Un cours, c'est dans mon esprit une production spécifique, ni tout à fait écriture, ni tout à fait parole, marquée par une interlocution implicite, entre parenthèses, une complicité silencieuse. Le cours est par nature lié au présent. Une fois prononcé, il n'est plus, ou pour reprendre les images de Barthes, il est mort. C'est ce qui le distingue fondamentalement, originellement et essentiellement, du roman, tout entier projet, et dans le cas de Barthes qui nous intéresse ici, un projet à l'état pur, qui n'aura pas de réalisation finale. Bien que, biographiquement parlant, le roman ne voit jamais le jour, mais là c'est de l'ordre de la contingence, je veux dire par là que la séance de fin février 80 était conçue comme la dernière séance de l'année 79-80, et au cours de cette séance-là, Barthes n'avait rien prévu d'autre que de conclure sur les mots suivants.
je ne puis sortir aucune œuvre de mon chapeau, et de toute évidence, sûrement pas de roman dont j'ai voulu analyser la préparation. Un passage qu'il biffera d'ailleurs et ne prononcera pas lors de la séance. Dans cet engagement au présent que compose l'infratexte, pour reprendre l'expression d'Éric Marty, que composent les notes de cours, l'infratexte donc révèle d'abord le statut infixe de l'écriture, soumise aux aléas du temps de la profération. Barthes, en effet, si on observe le décalage entre ce qui a été prononcé et ce qu'il avait prévu de dire, les notes du cours, Barthes n'hésite pas à biffer des passages, et notamment parce qu'il se rend compte qu'il n'aura plus le temps de les lire. Il ajoute à l'oral des commentaires qui n'apparaissent pas dans les notes, etc. Tout ça pour bien montrer que le cours est un objet, quelque chose qui vit au présent. Le présent de l'événement, c'est celui de cette interlocution implicite qu'il mentionnait, et c'est ce qui explique aussi son attention à souligner les articulations de sa parole. C'est très frappant lorsqu'on lit les notes qui concernent la préparation du roman. On y relève toute une série de repères organisationnels très forts qui permettent de baliser le discours et de le situer dans le déroulé de la réflexion. Or, ces multiples formules de transition, dont on pourrait croire qu'elles peuvent être improvisées lors de la profération, elles sont dans les notes, avec, par exemple, cette touche conclusive. Voilà pour le premier volet de la seconde épreuve, la vie méthodique. Puis, suivi quelques lignes après par cette formulation de résumé, je rappelle que nous traversons les épreuves de l'écriture. D'abord la première, celle du choix, ensuite la seconde, celle de la patience, de la durée. Cette seconde épreuve, nous lui avons assigné 2 volets. Le premier, l'organisation méthodique d'une vie d'écriture. Le second, nous l'abordons maintenant. C'est la pratique proprement dite de l'écriture, jour après jour. En d'autres termes, les notes de cours prennent en compte le passage à un système sémiotique plus volatile que l'écrit. Plus volatile et plus contraignant à la fois, puisque les circonstances de l'énonciation expliquent que les notes du cours soient parfois redéployées. Par exemple, lors de la dernière séance, Barthes décide de ne pas lire 4 feuillets entièrement rédigés et dont les développements semblaient pourtant appelés par la séquence précédente. Alors, on lisait précédemment, nous aurions pour simplifier 3 langues françaises. Et dans la séance précédente, il avait exposé le petit a, le petit 1 de ces 3 langues françaises, à savoir la langue parlée ou plutôt conversationnelle. Le cours se termine, le découpage des séances implique qu'il devait en venir au petit b, au petit c, au petit 2, au petit 3 à la séance suivante. Il ne le fait pas. L'exposé de la deuxième épreuve, il ne le fait pas. Ailleurs, le découpage des grandes séquences du cours peut également se trouver affecté par la rigidité de la situation d'énonciation. Ce qui est envisagé dans les notes peut donc ne pas correspondre avec les coupes que la succession des séances impose. À cet égard, l'exposé de la deuxième épreuve que je mentionnais plus haut ne coïncide pas avec le début d'une séance. Ailleurs, le petit b d'un développement apparaîtra au début d'une séance qui suit, etc. Un exemple particulier, à la fin d'une séance, le 3 mars 1979, une question est suspendue. La séance se termine par une question, qui ne trouvera sa réponse qu'à la séance suivante. Et ici, ce qu'on pourrait qualifier de problème de lycée, en quelque sorte, se retourne en qualité ou en point positif. Le cours acquiert là, de manière contingente, une dynamique, me semble-t-il, une tension. Inversement, les notes du cours peuvent apparaître comme un support à partir duquel le discours du professeur va se développer à l'oral. Les exemples de ce type d'improvisation sont nombreux si on compare les notes et le cours prononcé par Barthes. Mais je n'en retiens ici qu'un parce qu'il engage profondément la subjectivité du professeur. Par exemple, le jugement qu'il donne sur un haïku le 6 janvier 1979, Barthes prononce « Je trouve ça personnellement très mauvais ». Improvisation, apparition du goût, apparition d'une subjectivité lors de la profération du cours. Les notes, pour synthétiser ici ce que j'essaye de montrer, les notes de cours non seulement forment un réservoir à partir duquel élaborer,
mais aussi un canevas ajustable. Et de là, l'antinomie entre ce qui serait la caractéristique du cours et ce qui serait, et Barthes le répète à de nombreuses reprises, la caractéristique de l'œuvre qu'il vise, à savoir un caractère définitif. D'autres éléments plus discrets pointent dans la même direction. L'écriture des notes de cours, par exemple, caractérisée par des abréviations multiples, par des symboles de substitution. Les flèches, par exemple, les deux points en cascade auxquels Guillaume s'est intéressé, etc. Les notes de cours se caractérisent par la suppression massive des mots grammaticaux, je cite Guillaume, l'utilisation des signes algébriques qui demandent une accommodation de l'œil et de la pensée, qui doit souvent reparcourir seul les liens syntaxiques subtilisés par Barthes lors de la prise de notes. Transcrits tels quels dans les éditions du cours, ces symboles renvoient donc au statut intermédiaire du cours. Ni tout à fait écriture, ni tout à fait parole, pseudo-texte qui reconduit à un paradoxe essentiel de cet écrit. Un écrit pour soi, je reprends ici les mots d'Almut Grésillon, il a vocation à être oralisé, transposé, lissé et en fait lié. C'est donc l'énonciation même qui assure, me semble-t-il, dans ce type de discours, le rôle de la syntaxe. Oralisation et gestuelle, on y entend un ton dans le cours, mais si on assiste au cours, il manquera les notes. Si on lit les notes du cours, il manque la profération, mais aussi la gestuelle. Si on entend le cours, on restitue, on restitue la parole, mais il manquera toujours un élément, à savoir les gestes, l'engagement corporel du professeur. Il semblerait donc que cette forme de discours qu'est le cours ne puisse être complète que pour le professeur, et le seul en avoir une expérience complète. C'est ce qui me permet de glisser à mon deuxième point, concernant la caractéristique, disons, rhétorique du cours comme construction d'un ethos. Le jeu du professeur, je l'ai dit, est assumé dès le début de la préparation du roman, disons, à double titre, comme celui qui profère et comme celui qui sert d'exemple. On pourrait y voir un lieu particulièrement narcissique, et Barthes en est bien conscient. Le 6 janvier 1979, il commence la séance par une mise au point sur, je cite, « mon haïku », avec les mots qui suivent. « Mon » ne renvoie pas, ou ne renvoie pas finalement à un égotisme, un narcissisme, entre parenthèses, reproche fait parfois, paraît-il, à ce cours, mais à une méthode. Or, si le roman est défini ailleurs, dans ce même cours, comme le dépassement de l'égotisme, on comprend alors pourquoi ce cours se trouve comme voué à l'échec. La parole de Barthes, pourtant, prend en compte son auditoire. Je rappelais plus haut l'existence de passages d'articulation particulièrement appuyés, notamment ce passage qui concerne la vie d'écriture, le passage de la vie d'écriture à l'écriture elle-même, où apparaissait un « nous » méritant commentaire. Je vous redonne peut-être cette citation pour que ce soit plus clair. Nous aurions, pour simplifier, pardon, c'est pas ça, mais un autre exemple du « nous », je rappelle que nous traversons les épreuves de l'écrire. D'abord la première, celle du choix, ensuite la seconde, celle de la patience. Cette seconde épreuve, nous lui avons assigné 2 volets, etc. Donc la présence du « nous » dans les notes de cours renvoie à la prise en compte de l'auditoire. Dans la situation d'énonciation, en effet, où le cours est prononcé, on ne peut pas trouver d'autres référents, disons, à ce pronom où il y a là une aventure commune. Nous traversons les épreuves de l'écrire. Et pourtant, une autre lecture semble possible. Le 2 février 80, Barthes est depuis déjà quelque temps du côté de ce qu'il connaît pas, ou pas encore, de l'expérience d'écriture. Et alors, on pourrait penser que ce « nous » est le premier indice d'un effacement progressif du jeu. Je vous disais que le cours sur la préparation du roman se caractérisait par une forte présence du jeu. Il me semble que petit à petit, plus on s'achemine vers la fin
de ce cours, le je tend à disparaître ou à être substitué par d'autres référents. On a vu la périphrase, celui qui veut écrire, et il me semble que le nous pourrait être un autre avatar de ce je effacé ou progressivement effacé. Le cours, dès lors, se caractérise par un dosage savant entre deux formes d'expression de la subjectivité. Une première que l'on pourrait appeler une subjectivité en soi-même, résultant d'une objectivation de soi, selon un mode particulier d'opposition et de rupture entre les instances, le locuteur et celui à qui il s'adresse, l'autre situation, l'autre forme d'expression de la subjectivité, impliquée par la situation pragmatique du cours, une situation d'énonciation en même, qui se caractériserait comme un lieu de représentation commune ou d'alignement, de cophasage perceptif, actionnel ainsi qu'affectif. J'emprunte ces deux notions d'expression de la subjectivité en même ou en soi-même à l'analyse praxématique, qui me semble particulièrement utile dans l'analyse du cours. Cette subjectivité en même apparaît pour l'essentiel dans des énoncés désancrés, où le je s'absente et où le présent prend une valeur générale, gnomique, lorsque le cours tend à l'expression du vrai, tandis que la subjectivité en soi-même s'appuie sur les occurrences de la première personne. Or, la référence du « je », on l'a déjà vu, varie au fur et à mesure que l'expérience personnelle du professeur se fait moins exemplaire. Le 12 janvier 1980 se dit en effet une étape importante dans le déroulé de la préparation du roman. Barthes y évoque un blanc du cours. Je cite. « Parvenu à envisager le fantasme bloquant de l'écriture, la question s'impose. Alors comment en sortir ? Je n'en sais rien, car cet état est le mien au jour où j'ai préparé ce cours. J'ai envie d'une œuvre, mais je ne sais pas comment la choisir, la programmer. » Flèche. Il y a donc ici, à ce moment du cours, un blanc. Flèche. Je n'ai pas résolu la première épreuve, à vrai dire souvent paramétrique aux autres, celle du choix, et cependant je dois faire comme si j'avais décidé de l'œuvre à écrire. Je dois parler des autres épreuves qui m'attendent, comme si la première, principielle, avait été résolue. La section consacrée à cette deuxième épreuve, après le choix et le doute, c'est l'épreuve de la patience, commence. Cette section consacrée donc à la deuxième épreuve commence sous la forme d'énoncés fictionnalisants, dans la lignée du « comme si ». Nous supposons donc, je cite Barthes, que l'homme dont nous racontons l'histoire, celui qui voulait écrire, a choisi, arrêté la forme de l'œuvre qu'il va mettre en chantier. À partir du moment où le jeu de l'expérience se met à distance, ayant confessé qu'il n'a pas passé la première épreuve, je peux donc se scinder. D'une part, le jeu du professeur, d'autre part, un jeu que j'appellerais volontiers générique, comme dans le passage suivant. Je cite, « Passer du projet à la fabrication, où est la difficulté ? Dans la programmation, c'est-à-dire spécifiquement, j'ai retenu ce projet. Je vais me mettre au travail. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Quelle opération ? M'asseoir à ma table et rester les bras croisés à réfléchir. Je distinguerai peut-être deux types de projets d'où dépendront deux types de programmation, de travaux. » Qu'est-ce que je vois dans cette citation ? Le premier jeu ne renvoie assurément pas à Barthes. Celui qui dit qu'il a retenu, celui qui dit « j'ai retenu ce projet, je vais me mettre au travail, qu'est-ce que je vais faire demain ?» Ce n'est pas Barthes, puisqu'il n'a pas passé la première épreuve. En revanche, le deuxième je distinguerai peut-être deux types de projets, d'où dépendront deux types de programmation de travaux. Derrière ce jeu, on reconnaît la figure du professeur, derrière une opération intellectuelle, l'opération de dichotomie à visée explicative, disons. Ce statut double ou ambigu du jeu, l'écriture du cours en porte la trace, jusque dans ses détails les plus micro-structuraux, notamment dans ce qui, aux yeux de beaucoup, constitue une caractéristique forte de l'écriture de Barthes, à savoir les nombreuses boucles méta-énonciatives, méta-discursives, les nombreuses boucles réflexives, parenthèses, retours sur ce qui a été dit, glose, etc. Où Barthes se montre de facto en état d'énonciation, pour reprendre un mot d'au séminaire, état d'énonciation et exhibition de soi, alors même qu'il entend préciser
généralement par ces boucles, son propos, le clarifier, c'est-à-dire s'ouvrir vers son auditoire. Je ne vais pas relever et commenter ici les différentes configurations de boucles réflexives dans la préparation du roman, mais plutôt réfléchir, en lien avec la notion d'écriture, entendue comme morale de la forme, à une autre implication éthique, rhétorique, de cette abondance de formes. On lit en effet dans la préparation du roman une proposition capitale pour comprendre le statut que Barthes s'assigne en tant que critique ou professeur. Cette citation, c'est « écrire n'est pleinement écrire que s'il y a renoncement au métalangage ». Bien sûr, le propos est sans doute plus large, mais si on le prend au pied de la lettre, écrire n'est pleinement écrire que s'il y a renoncement au métalangage. Si on prend ce propos au pied de la lettre, la forme même du cours dit encore une fois l'échec de la quête d'écriture littéraire. Si les structures métadiscursives abondent, c'est bien en même temps que le roman s'éloigne. Et même, au fur et à mesure que le professeur va se mettre en scène, c'est son impuissance qui va se montrer. Qu'à la fin du cours, le professeur, qui se présentait au début comme un apprenti écrivain, redevienne tout simplement lecteur, n'est alors pas fortuit. Qu'est-ce qu'on lit à la fin de cette préparation du roman, dans la dernière séance? Les mots suivants. Je puis essayer de donner une sorte de profil de l'œuvre que je voudrais ou écrire, ou qu'on écrive aujourd'hui pour moi, pour que je la lise avec le même comblement que je lis certaines œuvres du passé. Alors les modalisations abondent, pouvoir essayer de faire quelque chose, une sorte de... Bon, mais ce qui me retient ici, c'est ce « pour moi ». Le profil de l'œuvre que je voudrais ou écrire, ou qu'on écrive aujourd'hui pour moi, qui me semble signer doublement l'échec. Qu'on le comprenne comme à ma place, ou bien pour me l'offrir à moi lecteur. Bon. Si la formulation est particulièrement explicite, elle renvoie également à une posture que le professeur n'a cessé d'occuper tout au long du cours, où Chateaubriand, Flaubert, Mallarmé, Proust, Kafka défilent sous sa plume, de professeurs composant des notes de cours, mais de professeurs avant tout lecteurs. L'identification dont Barthes se défend sans cesse, lui qui avait défini l'inspiration comme une déformation narcissique, prend alors tout son sens. Pour que l'œuvre de l'autre passe en moi, avait-il prononcé, il faut que je la définisse en moi comme écrite pour moi, en même temps que je la déforme. Bon, la boucle se boucle, en quelque sorte. À la fin de la session 1979-1980, retrouver les mêmes mots, écrire pour moi, apparaît comme une forme de ce ressassement qui constitue l'exact contraire de l'écriture du roman tel que le cours essaie de la définir. Conscience de ceci, écrit Barthes, un moment vient où ce qu'on a fait, écrit, travaux et pratiques passées, apparaît comme un matériau répété, voué à la répétition, à la lassitude de la répétition. Et il oppose à cette lassitude de la répétition le projet de roman. Le roman échoue donc parce qu'il ne participe pas de cette forme d'inertie dont le cours témoigne malgré l'entraînement de la succession des séances. Barthes réfléchit, mais dans le sillage de ceux auxquels il s'identifie. La citation, l'allusion sur lesquelles le cours s'appuie sont donc bien en quelque sorte des modalités de ces boucles discursives caractéristiques d'un Barthes incapable de devenir écrivain. J'en viens à mes dernières propositions, le cours comme idéal. De fait, le cours sur la préparation du roman file comme naturellement vers l'aporie, vous l'avez compris à travers mes précédents développements. Consacré à sonder le vouloir écrire, il ne peut que manquer sa cible. Barthes en est parfaitement conscient, et dès le début, il écrivait que seules des œuvres littéraires témoignent du vouloir écrire et non des discours scientifiques. Tout début de la préparation du roman. En effet, dans l'écrit littéraire, pour lui, le produit n'est pas distinct de la production, la pratique de la pulsion. Mais c'est précisément dans cet échec que réside la valeur du cours comme écriture. La préparation du roman doit être lue comme un substitut à la préparation du roman elle-même. Vers la fin du cours, en effet, Barthes revient sur les questions de plan ou d'absence de plan auxquelles le roman se trouve confronté. Je cite là encore Barthes, Flaubert oppose, je crois, deux inspirations et par suite deux programmations, celle de la note autobiographique, de l'éclat lyrique ou aphoristique, qui tend vers l'album, et celle d'une logique de l'imagination, celle du roman canonique par opposition au roman de Proust.
Dans cette formule, 3 orientations se dessinent. L'une du côté de la notation, 3 formes de roman si vous préférez. L'une qui reste du côté de la notation, une autre qui obéit à une logique, dont on comprend qu'elle est essentiellement chronologique, et puis une troisième, rhapsodique, large, étendue, celle que représente à la recherche du temps perdu. Or, ces 3 types d'écriture se retrouvent dans la rédaction des notes de cours. La notation est inscrite au sein des formes mêmes du texte que composent les notes de cours. La logique, Barthes y insiste à de multiples reprises, ce que j'ai tenté de vous montrer en soulignant des articulations logiques très fortes. Et puis, c'est aussi une chronologie qui dicte l'ensemble, qui dicte la progression, celle de l'enchaînement des séances. Quant à ce que Barthes appelle le roman hétérodoxe, celui de Proust, rhapsodique, de type proustien donc, qui emprunte la technique de ce que Barthes appelle le rectangle, eh bien on va voir qu'il ressemble étrangement à la manière dont sont composées les notes du cours. Alors, ce rectangle dont je viens de parler, le rectangle, c'est-à-dire une forme fantasmée du livre que peu à peu l'on meuble par des touches, des fragments, des morceaux. Forme obtenue par touche. Or, comment Barthes définissait-il le cours? Comme au début, 1978, il y a ici un dessin EIN que j'essaie de tenir et un dessin IN que j'essaie de remplir, semaine après semaine et peut-être année après année. Que la métaphore plastique se diffuse donc dans le cours, du cours au roman, permet le recouvrement de l'un par l'autre, la disparition du projet littéraire dans le cours. L'idée du grand projet, subsumant et le cours et le travail dans une entreprise littéraire, semble alors atteint, mais paradoxalement par le cours. Je terminerai, parce qu'il me reste plus de temps, sur ce qui, durant l'année 78-79, avait occupé la réflexion, à savoir une réflexion sur le haïku, comme forme exemplaire de la notation au présent, derrière laquelle c'est le passage d'une écriture de la notation à une écriture suivie, qui doit être comprise. Il ne s'agit pas dans mon propos de confondre les notes de cours avec le type de notation auquel Barthes fait référence dans son étude du haïku. Je rappelle simplement que préparer un cours égale contraire de la notation, écrit-il ailleurs. La forme du cours réexploite des notes, les subordonne à un objet scientifique, alors que le roman, lui, est un tissu, un texte, une vaste et longue toile peinte d'illusions, clairsemée de moments de vérité qui en sont la justification absolue. Que manque-t-il à Barthes pour parvenir au roman? Pouvoir savoir mentir, accepter de mentir. Je cite là encore la préparation du roman. Accepter de mentir, parvenir à mentir, mentir de ce mensonge second et pervers qui consiste à mêler le vrai et le faux. En définitive, alors, la résistance au roman, l'impuissance au roman, à sa pratique, serait une résistance morale. Résistance morale. En creux, là encore, c'est bien le cours qui se définit comme l'espace du vrai, par-delà les simulations et les hypothèses. Dès lors, et je terminerai tout à fait là-dessus, sur, disons, l'épisode fondateur du cours, sur la préparation du roman, à savoir la manière dont il écrit la révélation d'avril 78. Casa, lourdeur de l'après-midi, le ciel se couvre, un peu frais. Nous allons en groupe, en 2 autos à la cascade, joli vallon de la route de Rabat. Tristesse, un certain ennui, le même, ininterrompu, depuis un deuil récent, et qui se reporte sur tout ce que je fais, je pense. Manque d'investissement, retour, appartement vide, ce moment difficile, l'après-midi, seul, triste. Bon, je coupe ici, mais qu'est-ce qu'on trouve dans ce passage qui est censé être à l'origine de la réflexion sur la préparation du roman? Eh bien, tous les indices d'une écriture ou d'une tentation littéraire, et notamment des phrases sans verbe, des phrases brèves, immédiatement thétiques, caractéristiques de la langue littéraire depuis la fin du XIXe siècle, en tant qu'elles sont spécialisées pour dire l'affect. On est donc ici face non plus à des notes de cours, mais bien face à des notations, pour reprendre l'opposition à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. La notation à vocation littéraire coulée sous la forme de notes de cours. C'est donc ici une vérité littéraire qui apparaît.
le cours apparaît ipso facto comme une forme adéquate à un moment énonciatif de la littérature française, un moment de la conscience linguistique nationale englobant l'écriture littéraire, la critique universitaire, aussi bien que journalistique, la réflexion linguistique, la pratique pédagogique. Dans les années d'après-guerre, on peut en effet voir ce moment énonciatif se développer, où progressivement s'actualise, où progressivement le discours devient de plus en plus actualisé, plus exactement. Le discours efface, au profit du pôle discursif, la distinction entre discours et récit, et d'un point de vue générique, rapproche la prose narrative de la facture de l'essai ou de la facture de la poésie. Et là, on peut reconnaître le haïku chez Barthes. Dans ce devenir discours de la littérature française qui caractérise l'après-guerre, grammaticalement défini par la progression conjointe du présent et de la première personne, c'est très net dans tout ce qui concerne le roman, eh bien, il me semble que le cours acquiert véritablement la caractéristique d'écriture en tant que morale de la forme. Au début de cette intervention, je faisais donc référence au degré zéro de l'écriture. Je bouclerai ici la boucle qui s'ébauche entre le premier texte de Barthes, le premier livre de Barthes, et le dernier cours de Barthes. En conclusion de l'ouvrage de 53, on lisait exactement, ou presque, les mêmes phrases que ce qu'on trouve dans la préparation du roman. On lisait en 53 qu'un chef-d'œuvre moderne est impossible, que l'utopie du langage suppose la recherche d'un non-style, ou celui d'un style oral, d'un degré zéro, d'un degré parlé de l'écriture. Alors évidemment, le contexte n'est pas le même. En 53, il s'agissait de démontrer et de dénoncer la prégnance des signes de la littérature. En 80, un Barthes qui retourne volontiers au classique transparaît derrière les jérémiades, que lui impose une dégradation de l'idée et du statut de littérature. Le terme jérémiade est d'Antoine Compagnon. Le cours se construit donc comme un idéal formel, en tant qu'il se présente comme la seule réalisation possible, susceptible d'incarner le fantasme littéraire de Barthes à la fin des années 70, dans des formes disponibles pour lui à un moment donné. Le cours est bien une morale de la forme, une écriture éminemment caractéristique d'un imaginaire du temps où il a été rédigé et proféré. Un dispositif pragmatique d'énonciation de discours, oralisé, une réalisation langagière permettant également l'actualisation de ces formes caractéristiques d'une oralité ou d'une recherche d'oralité. Et je m'arrête ici.